Bonsoir tout le monde, vous regardez Standard Le Talk, votre émission 100% Standard de Liège. Une fois par mois, vous avez pris l'habitude, on fait une émission en plateau pour débattre autour de l'équipe liégeoise, d'analyser un peu les résultats de l'équipe. Même si maintenant on est en pleine trêve internationale, on va pouvoir revenir sur cette phase classique avec mes invités du jour. Ça me fait plaisir de le revoir parce que ça fait quand même un petit temps qu'il ne s'était plus exprimé dans Standard Le Talk. C'est notre rédac-chef Vous Sport, Jean-François Rémy. Salut Jean-François. Eh bien bonjour, mais je suis très content de revenir parce que comme c'est la fin de la phase classique, c'est le bon moment. Tu sais quoi, c'est fait exprès. Je voulais un petit recul, un retour critique un peu sur cette première phase, tu l'as dit, cette phase classique, donc c'était important que tu sois là aujourd'hui. On va essayer de faire ça de manière à la fois critique, posée, mais aussi de manière posée, et puis voir un petit peu comment les choses peuvent peut-être se passer pour la suite. Et oui, donc vous regardez Standard Le Talk avec Jean-François Rémy et notre deuxième invité. On parle souvent de mercato, de joueurs, d'entraîneurs, les clubs, le football, etc. Mais il y a aussi dans les médias des mercatos. Et je tenais de l'avoir ici, le fait qu'il soit ici en plateau, je tiens à le féliciter pour ça, pour son transfert chez Sudinfo, chez nos collègues de Sudinfo. C'est Kevin Sauvage. Salut Kevin. Salut Malik, c'est gentil, merci. Effectivement, on innove à chaque fois. Donc voilà. Ils ont voulu faire fort. On a vu quelques vidéos sur les réseaux sociaux. Ça a voulu un peu faire le buzz avec de manière un peu football, mercato. C'est un vrai plaisir en tout cas de t'avoir aujourd'hui. C'est grâce à mon agent. Ben voilà, on en demandera un peu plus. On va pas te poser des questions sur le salaire, le montant du transfert, etc. Ça c'est chez l'agent, c'est chez moi. Donc voilà, ça ne nous regarde pas. Donc vous l'avez compris, vous regardez Standard Le Talk avec Kevin Sauvage, avec Jean-François Rémy. Et je le répète à chaque émission, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Vous Sport pour regarder toutes les autres vidéos. Parce qu'effectivement, on fait des émissions en plateau, mais on interviewe aussi les joueurs du Standard. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Arnaud Baudard, Hakim Zahabo ou les autres, eh bien c'est une seule adresse, la chaîne YouTube de Standard Le Talk. On commence tout de suite cette émission avec le débat. Le débat, messieurs, ça va concerner la phase classique. Avec cette question, on y va direct, de manière un peu agressive, même comme l'a dit Jean-François, il faut y aller avec du recul, de manière posée. Mais quand même, j'ai envie de poser cette question. Phase classique, déterminée. On est quasi à 2 ans de ce Standard version américaine. Est-ce que le Standard a progressé en 2 ans? Jean-François, je te lance tout de suite là-dessus. Ma réponse va être très courte pour démarrer. Je vais dire je ne pense pas. Je vais mettre un non, pas beaucoup. On a le sentiment, oui, mais parce qu'on a ce sentiment que dans les structures, alors évidemment, on a parfois un discours qui tente à être un discours positif, et après, dans les faits, malheureusement, c'est rarement suivi. Et donc, on se pose un peu la question sur quelle est la vérité, Kevin est peut-être plus proche encore, plus à l'intérieur encore que moi du club et peut-être à une autre perception encore des choses. Mais en tout cas, moi, avec une perception un petit peu plus extérieure, je me dis, entre ce que j'entends et ce que je vois, il y a souvent une dissonance assez importante. Kevin, oui, tu suis depuis très longtemps le Standard de Liège, pour la DH, maintenant pour Sudinfo. En 2 ans, avec cette version américaine, est-ce que tu as vu une progression ? Sportivement, cette saison du moins, pas du tout. C'est plutôt même une régression, malheureusement, on en parlait avant l'émission. Et au niveau, j'ai envie de dire, interne dans le club, comme le dit très bien Jean-François, il y a des discours en début de saison. On se dit, voilà, on va aller vers ça. Et malheureusement, on se rend compte qu'on ne va pas vers ça. Je rappelle à toute fin utile que le discours de la direction du Standard en début de saison, c'était on joue le play-off 1. Le Standard s'est battu pour ne pas descendre. Je crois qu'il faut bien réaliser la réalité du Standard à ce niveau-là. Mais quoi, à l'époque, c'était du bluff ou on y pensait vraiment? Parce que si c'est le cas, c'est un peu quand même dramatique. Non, c'est assez catastrophique. Je ne pense pas que c'est du bluff, c'est de l'ambition par rapport à la saison précédente où effectivement le club a loupé les play-off 1 de peu. Et il peut d'ailleurs s'en prendre qu'à lui-même parce que c'est le Standard qui a perdu l'accession au play-off 1 la saison dernière. Et donc c'était une juste évolution du projet du Standard sur les 3 ans, puisque en déant les 3 ans, le Standard voulait redevenir, entre guillemets, sur un grand club sur le devant de la scène. Je rappellerai aussi encore que le Standard est sorti du G5. Donc quand on parle de grand club, c'est plus historique qu'autre chose, à l'heure actuelle du moins. Et donc le discours était légitime, quelque part. Maintenant, vous perdez votre entraîneur, qui lui était la figure de proue, qui incarnait ce renouveau, ce projet du nouveau Standard. Là déjà, il y avait du plomb dans l'aile dans le projet, donc ça a été très compliqué à partir de là, et ça s'est confirmé par la suite. Jean-François. J'ose espérer que c'était une méthode Coué, donc c'était pour essayer de donner une sorte de positivisme à ce moment-là, en tout cas dans le club.
J'espère que ce n'est pas une mauvaise évaluation et interprétation des moyens de l'époque. Parce que là, vraiment, je pense que l'écart était énorme et que peu de gens ont cru d'ailleurs qu'il était possible pour le Standard, à moins d'une fin de mercato absolument exceptionnelle. On était encore très tôt, au moment où ils annoncent ça. Peu de gens extérieurs qui suivent le football belge trouvaient ce discours franchement cohérent. Il aurait fallu être sans doute beaucoup plus prudent à l'époque, surtout vu la situation dans laquelle le club était. Je rappelle à quelques heures de la fermeture même du mercato, la façon dont les matchs ont démarré aussi, la saison a démarré. Et donc, je ne sais pas quel était l'objectif, mais si c'était un objectif qui était fait après évaluation et sereinement, là, je pense que alors c'est embêtant. Méthode Coué aussi, peut-être par rapport à la communication des joueurs. On en parlait juste en off. Bon, est-ce que vous y croyez vraiment au fait que certains joueurs pensent encore que c'est le Standard et qu'on est un grand club et qu'on va relever la tête, etc. Ou ils le savent que c'est compliqué, mais on essaie de masquer un peu la chose. Si c'est le cas, c'est quand même aussi grave de ne pas assumer, de se dire tout le temps on va se protéger par des discours un peu biaisés, on est le Standard, on est un grand club, etc. On ne peut pas confondre l'idée d'être un grand club et d'être un club attrayant. C'est deux choses extrêmement différentes. Le Standard est un club extrêmement attrayant. De par une chose, c'est avant tout tout ce que ça génère en termes d'émotion par le public, le fait que c'est un club qui est énormément suivi, le fait que dès qu'il y a une petite flamme qui jaillit, ça s'embrase directement. Tout le monde va parler de l'ambiance de Sclessin. Donc il y a beaucoup de points positifs qui font que ce club est attrayant. Après, pour que ce club soit cohérent, il faudrait qu'en interne, il y ait d'autres choses au plan sportif qui puissent être faites. Et là, je trouve quand même qu'il y a des choses qui, malheureusement, par rapport à les dernières, n'ont pas progressé, ont peut-être même un peu régressé. Et c'est une vraie question à se poser sur le moyen terme, sur le long terme, et pour construire la suite aussi. Alors, du coup, pour revenir un peu sur cette phase classique, est-ce qu'il y a, selon vous, un moment qui a été déterminant dans le bien ou dans le mal? Juste pour recontextualiser, là, on est à 30 matchs à la fin de cette phase régulière. Le Standard, c'est 8 victoires, 10 nuls, 12 défaites. Et si on compare à l'année dernière, on était sur 34 matchs. Et là, il y avait 16 victoires, 7 nuls, 11 défaites. Kevin, tu l'avais mentionné, c'est dû à quoi? C'est l'effet Della, en fait, qui a disparu là maintenant, qui fait qu'on est complètement à la ramasse? C'est un tout. C'est un tout parce que il n'y a pas que le sportif, il y a l'extra-sportif qui rejaillit sur le sportif aussi. Même si les joueurs disent « nous, on s'occupe que du terrain », quand vous entendez, quand vous voyez tout ce qui se passe au niveau de votre direction, quand vous êtes payé en retard, c'est déjà arrivé plusieurs fois, ça joue sur votre morale, sur vos prestations aussi, même si, effectivement, en tant que professionnel, vous devez faire fi de la situation, mais ça joue. Donc c'est un tout. Et pour répondre à la question, un moment clé, j'ai envie de dire qu'il n'y en a pas véritablement, parce que la saison du Standard a été totalement illisible du début à la fin, en ce sens qu'on ne savait pas du tout à quoi s'attendre avec ce club, capable du meilleur, mais Jean-François l'a dit et l'a soulevé, et moi je l'ai écrit à plusieurs reprises dans mes papiers. Pour moi, le meilleur homme du Standard aujourd'hui, cette saison, il est en tribune. Et quand Jean-François dit très justement que c'est un club attrayant, tous les nouveaux joueurs à qui j'ai l'occasion de parler, quand ils arrivent, me disent oui, le Standard est un grand club, j'ai vu les vidéos. Oui, on a vu les vidéos d'avant, mais je crois que certains se rendent compte une fois arrivés dans le club qu'il y a un mode de fonctionnement qui ne colle pas forcément avec l'image attrayante du club aujourd'hui. Et je crois que c'est là que le Standard doit absolument travailler, c'est-à-dire avoir une ligne de conduite claire et nette et s'en tenir. Et ne pas justement se dire on va cacher la misère à gauche, on va récupérer à droite. Et là, j'en viens aux propriétaires financier, j'ai envie de dire. Il faut mettre aussi la main au portefeuille, ça c'est une certitude. Ils ont leur tort au niveau de 777, tout comme la direction sportive ici à Liège, à cette heure aussi, parce que les choix qui ont été posés, avec les moyens donnés, sont faits par des gens qui sont ici au quotidien. Oui, parce que Jean-François, Kevin parlait effectivement, plus on est... moins il y a de la communication, de la bonne communication et quelque chose de très clair, plus on amène une espèce de méfiance ou même le fait de ne pas pouvoir prester au mieux, comme n'importe quelle entreprise. Moi, je me souviens très bien de cette déclaration d'Arnaud Baudard, qui disait à un moment donné, il était interviewé et il disait...
il serait temps peut-être que la direction aussi se mette devant les supporters parce que c'est toujours nous qui faisons ce boulot-là. À ce moment-là, quand on s'exprime comme ça dans la presse, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, tout simplement. Ce qui ne va pas probablement, je fais juste la parenthèse avec Arnaud, c'est que oui, en effet, lui, c'est souvent le fusible entre je dirais, les dirigeants et les supporters, et ça doit être un peu difficile et lourd à porter parce que faut quand même pas oublier non plus que si on regarde sur les X dernières saisons, enfin, il y a 3 ans, le Standard, ou 2 ans, 3 ans, le Standard luttait aussi pour ne pas descendre. Et donc, c'est pas la première fois. Donc, en fait, on raconte une histoire et puis chaque fois, derrière, on n'a pas dans les faits, en tout cas, on n'a pas ce que le public attend. Quand on parle de moment le plus important de la saison, c'est sans doute le début de la saison, c'est-à-dire le moment où il aurait fallu avoir un peu de réussite, peut-être pour engranger des points et pour donner une dynamique positive. Moi, je vais évidemment, quand je parle du sportif, je vais évidemment mettre en avant un aspect important qui est l'aspect mental, en disant que c'est pas facile une saison comme ça. Donc, je vais pas blâmer les joueurs. Je ne pense pas qu'il y ait un seul joueur qui monte sur le terrain en disant tiens, aujourd'hui, je vais pas faire le maximum. Je pense qu'ils essayent de faire le maximum et qu'ils ont toujours essayé de faire le maximum. Mais après, il y a des facteurs qui font que vous êtes plus ou moins en confiance. Et quand vous êtes plus ou moins en confiance, eh bien, vous tentez plus ou moins des choses et vous avez plus ou moins de réussite. Et tout ça se tient. Moi, j'ai envie de dire simplement, quand je regarde le Standard, que c'est cette saison la 12e attaque de Pro League, que derrière le Standard, il y a le RWDM, il y a Charleroi, il y a Eupen et il y a Courtrai, c'est-à-dire les 4 qui vont jouer les playdowns. Sur le plan offensif, sur les attaques placées, par exemple, c'est-à-dire ça, c'est à peu près ce que toutes les équipes peuvent faire. C'est-à-dire l'attaque placée, c'est l'équipe a le ballon, on fait circuler, on essaie de trouver la faille à un moment donné pour marquer. Ça peut être un centre ou autre chose. Bon, le Standard a marqué 11 fois cette saison sur attaque placée. Il y a 2 équipes qui ont fait moins bien. Enfin, et encore une qui a fait aussi bien, c'est le RWDM, et une, c'est Eupen. Donc, je veux dire, le Standard est là-bas, tout en bas, avec ces équipes-là, sur le plan offensif. En déplacement, le Standard, c'est 2 points sur 30 versus les équipes du top 11. Donc, il faut bien se rendre compte de ça. C'est 5 clean sheets cette saison à domicile, dont 2 fois des 0-0. Donc, c'est une équipe qui a souffert toute la saison. Et puis sur le plan, si on doit donner un point positif, on va dire, sur le plan offensif, c'est de dire, moi j'en ai 2, c'est Kanga et c'est Kawabe. Parce que si on regarde statistiquement ce que ces 2 joueurs-là ont pu produire cette saison, s'ils ne sont pas là, le Standard est en play-down. De façon justement, dans votre point de vue, c'est intéressant. Le Kawabe, votre point de vue là-dessus, parce qu'on sur ce joueur, parce qu'on a l'impression, quand on lit en tout cas sur les réseaux sociaux, que c'était un peu le chouchou. Et d'un coup aussi, pareil, c'est devenu le joueur éclaté. Je reprends les mots de ce qui est dit sur les réseaux sociaux, le joueur éclaté, qui ne mérite pas sa place, etc. On en revient encore à ça, c'est aussi le mental d'un coup. Kawabe, c'est 7 buts et 5 assists cette saison. On est d'accord. Voilà. Kawabe, c'est un joueur. Alors, évidemment que moi, je n'ai pas dit que Kawabe devait être titulaire 30 matchs sur 30 et que voilà. Il y a une nuance entre. Ça peut dépendre de beaucoup de choses, mais j'ai toujours estimé que c'est un joueur qui a, par exemple, si on reprend l'ensemble des joueurs du noyau, enfin, il est dans une équipe extrêmement en difficulté. Il est 12 fois décisif sur la saison. Enfin, c'est ça aussi la rentabilité d'un joueur. C'est la manière dont il est décisif. Et 12 fois décisif sur la saison, mais c'est énorme. Oui. Et je trouve qu'il a une qualité absolument extraordinaire. C'est sa qualité de frappe. Et tous ceux qui ont vu ce qu'il était capable de faire, alors c'est à la fois sur les phases arrêtées, c'est à la fois dans le passing, c'est les frappes au but qu'il a pu avoir cette saison, etc. Donc je trouve que c'est important. Je mettrai un point positif en plus, qui est arrivé très tardivement, c'est peut-être l'association quand même entre Kanga et Yeboah qui a l'air de fonctionner aussi. Et puis après, puisque je termine sur le plan sportif, et je voulais vraiment terminer là-dessus, pour être dans la réalité des faits et de la saison, et pas dans oui mais on est le Standard, donc voilà. Sur le plan défensif, le Standard prend 41 buts cette saison, c'est-à-dire qu'ils prennent plus de buts qu'ils n'en ont marqué. Et je me souviens très bien du début de saison où on disait on montrait souvent l'attaque du doigt, etc. C'est vrai, on en parlait ici. Alors que le problème était un problème défensif. C'est la 8e défense de la compétition, ce qui fait que c'est quand même pas terrible. Et puis surtout, 2 choses essentielles à retenir sur le plan défensif. La première, c'est le nombre d'erreurs individuelles qui ont été commises cette saison, y compris par des joueurs
avec un certain statut, je ne vais pas nommer de nom. Si on peut en parler, Jean-François, parce que c'est exactement, on l'avait dit il y a quelque temps en plateau, ce capitaine à la dérive qui est Zinho, sans blâmer le joueur ou la personne, mais c'est vrai que ça traduit quand même le mal-être au sein de l'équipe avec un garçon plein de potentiel qui en fait n'y arrive pas cette année. Mais oui, je suis bien d'accord avec vous, mais est-ce qu'il est responsable de ce qui lui arrive? En partie oui, mais pas le seul responsable. Moi, ce qui m'a gêné avec Zinho, c'est qu'il arrive au Standard, il est au Standard depuis 3 semaines, je lis des articles comme quoi il doit aller en équipe nationale. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les garçons ne sont plus les pieds sur terre non plus, ils ne sont plus dans la réalité de leur performance. Et c'est ça qui, à un moment donné, pose problème. Et je voudrais juste rajouter une dernière chose sur le plan défensif, c'est le nombre de buts pris par le Standard dans les derniers quarts d'heure, soit de la première mi-temps, soit de la deuxième mi-temps. Et donc, on peut se poser aussi une autre question, c'est mentalement et physiquement, cette équipe était-elle prête à défendre soit son but d'avance, soit essayer de faire la différence pour revenir au score. Kevin, d'accord avec cette analyse de Jean-François par rapport en tout cas ces joueurs un peu marquants de l'équipe, à savoir Kanga, Kawabe et peut-être cette association Yeboah-Kanga. Peut-être rajouter, j'aurais eu envie de rajouter Arnaud Bonnard, mais même lui, l'année passée, on le citait tout le temps, ce qui n'était pas forcément une chose positive quand on cite le gardien, mais là, même cette année, on n'y pense même pas parce que... je peux vous dire que franchement, vous pouvez le mettre, parce que s'il ne fait pas certains arrêts, je pense qu'il a sauvé quand même des points pour le Standard cette saison. Bien sûr. Donc, on va le mettre du côté des points positifs. Je trouvais que point positif, mais c'était quand même pas le Arnaud Bonnard de l'année passée quand ça n'allait pas très bien non plus. C'était quand même celui qui vraiment leadait et qui faisait les arrêts qu'il fallait. D'ailleurs, il était même dans le top des clean sheets. Et là, bon, ouais, mais c'est pas le cas, quoi. On parle de joueurs aussi, pour revenir sur Zinho par exemple. On n'a pas parlé de Moussa Djenepo, on pourrait parler de beaucoup de cas individuellement. Ce sont des joueurs qui sont arrivés, et je suis d'accord avec Jean-François, on leur a donné une importance capitale. Zinho devait être le patron de la défense, on lui a redonné le brassard aussi. Moussa Djenepo devait être l'artificier du Standard. Combien de matchs ces deux joueurs ont joué la saison dernière ? Je vous mets au défi de le trouver. Zinho Van Heusden, ici, sur cette saison, a joué plus que sur les 4 dernières saisons. Vous ne pouvez pas attendre de ces gars-là qui tiennent le vestiaire et le terrain. Au bout d'un moment, il y aura un creux. Et il y a eu des creux. Et Zinho l'a montré lui-même. Le but contre Courtrai, la défaite face au dernier, ben voilà, c'était pour lui. Moussa qui rate des choses Moussa qui rate, mais qui essaye, qui tente. Il sait qu'il n'est pas au meilleur de sa forme. Mais voilà, ce sont des joueurs qui n'étaient pas prêts pour les responsabilités qu'on voulait leur conférer. Et on pourrait citer d'autres joueurs. Hein. Il y a eu des erreurs de casting, comme le cas Hayden aussi, qui est reparti en janvier. Donc voilà, c'est la construction aussi du noyau. Et pour revenir à Kanga Yeboah, il faut bien se dire que si le Standard aujourd'hui n'est pas en play-down, c'est en grande partie grâce à un joueur qui n'appartient pas au Standard et qui ne l'appartiendra peut-être même plus, c'est Kanga, qui a une mentalité irréprochable, qui est là en prêt sans option d'achat. Il y en a d'autres qui sont en prêt sans option d'achat et qui se cachent clairement quand ça ne va pas. Donc voilà, et effectivement, cette association des deux, ils se sont cherchés un petit moment. On s'est même dit, ça ne va pas aller. Et là, ça commence à fonctionner. Oui. Donc c'est quelque chose, moi, que j'ai envie de revoir dans les playoffs 2, dans les Euro-playoffs, même en me disant, ben voilà, peut-être que ces deux gars-là, dans 2 mois et demi, ben, ils ne sont plus là. C'est vrai que tu as raison, parce que, juste une petite parenthèse, hein, c'est toujours le côté un peu promo dans Standard Talk, mais je vous invite à aller revoir cette grande interview de Kanga sur les réseaux de Vous Sport. C'est vrai que quand on l'entend, Jean-François, j'ai l'impression d'entendre un joueur taille patron, quoi. Un gars qui voilà, sait où le Standard doit être, sait où il veut aller, sait ce qui va et ce qui ne va pas. C'était très rare cette année d'entendre. Bon, après, voilà. Un joueur taille patron qui ne sait pas où il va aller lui-même l'année prochaine. Mais c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il était très clair aussi, parce que quand on l'a interviewé, il était aussi en mode « je ne sais pas où je serai l'année prochaine ». Beaucoup de joueurs auraient peut-être caché cette info, n'auraient pas osé le mentionner. Lui, je pense que c'est quelqu'un qui a un caractère qui ferait du bien au Standard. Maintenant, effectivement, la question est de savoir, restera pas, c'est la difficulté. Mais en tout cas... Après, si on veut rebondir sur un truc positif, on peut se dire, bon, cette année, ils auront un entraîneur qui a dit qu'il allait rester. Je dis qui a dit qu'il allait rester, parce que s'il n'a pas de moyens, je vous assure qu'il va rapidement remettre la direction face à ses responsabilités. Moi, je voudrais juste rajouter un petit truc, parce que j'ai parlé de sportifs, j'ai donné des chiffres un petit peu sur la manière dont ils attaquent, la manière dont ils défendent, etc. Je vais rajouter un petit chiffre. Sur le plan offensif, quand une équipe est en difficulté, quand une équipe lutte pour éventuellement son maintien ou une saison difficile, il y a une chose sur laquelle vous pouvez toujours travailler, offensivement ou défensivement, ce sont les phases arrêtées. Ça, à la limite, tout le monde est au même niveau.
Or, je fais une petite comparaison, mais qui va vous donner un chiffre qui est assez intéressant, c'est que le Standard marque 9 fois sur phase arrêtée cette saison. Je vous fais la comparaison avec l'Union Saint-Gilloise, qui est en tête de la compétition, qui marque 19 fois sur phase arrêtée. Et qui a au sein de ses structures et sa manière de travailler quelqu'un qui s'occupe des phases arrêtées, quelqu'un qui est concentré là-dessus, etc., etc. Alors, je ne dis pas qu'on ne fait pas le travail au Standard, je dis simplement que les chiffres sont ce qu'ils sont et qu'à un moment donné, on ne peut pas malheureusement faire mentir ces chiffres-là. C'est pour ça que c'est bien de faire un bilan après 30 matchs et d'arriver en disant 9, c'est peu, parce que finalement, c'est pas assez. On pense au Standard en reconversion rapide aussi. On se dit, tiens, le Standard est une équipe qui est bonne en reconversion rapide. Ils ne marquent pas beaucoup, ils sont en dessous de la moyenne de la Pro League dans ce domaine-là. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas été assez rapidement vers cette option-là qui aurait été sans doute pour eux la meilleure? Donc voilà, donc les joueurs sont toujours responsables en partie, mais pas que. Pas que. Il y a aussi l'encadrement. Il y a aussi, souvenez-vous de ce début de saison, quand on voit le staff au début, tout le monde se regarde un peu en disant le staff, c'est qui exactement, c'est quoi? Mais justement, Jean-François, je te relance là-dessus sur le staff. C'est question peut-être un peu bête, mais peut-être que ça intéressera les téléspectateurs, c'est de se dire, quand on change aussi en cours de route, toi qui as été coach, est-ce que c'est aussi la bonne façon de réagir? Mais je pense pas que c'est le changement pour qui les est joueurs, gênant. Je pense pas que c'est le changement qui est gênant. Je pense que ce qui est gênant, c'est le staff avec lequel on démarre la saison. C'est la construction qui n'était pas C'est le staff de départ. On a trois gars qui se retrouvent dans un staff au début de la saison qui tu peux me contredire, mais il y a peu d'expérience à ce niveau-là, je parle. Et de complémentarité. Et de complémentarité. Parce qu'on peut le dire aujourd'hui, voilà, dans le discours, quand Karl Hoefkens est là et dit « j'ai eu Yaya Touré au téléphone », je peux vous dire que les deux hommes, ça n'allait pas du tout. Ça ne fonctionnait pas. Et mais alors pourquoi on les a mis ensemble? Enfin, c'est bête comme question, mais pourquoi alors du coup? C'est quoi? C'est juste de l'image d'avoir Yaya Touré avec Karl Hoefkens, entre guillemets, jeune entraîneur belge, tendance avec Bush? C'est quoi? Vous savez quoi? C'est une bête réponse, mais c'est ça. C'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée, c'est-à-dire prendre quelqu'un qui a un nom parce qu'on croit que, et c'est tout le problème en fait. Alors est-ce que c'est parce que on veut rendre service à quelqu'un? Est-ce que c'est parce qu'on doit quelque chose à quelqu'un? Est-ce que c'est parce que on s'imagine qu'en faisant venir Yaya, on va avoir la possibilité d'avoir certains joueurs? J'en sais rien, je sais pas quels étaient le... Oui, mais ok, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais exagérer, je mets derrière la tête du sondage, tiens, j'aime bien lui, je les mets ensemble et on va voir... Enfin, c'est quand même fou de se dire comme ça. Si c'était pas un peu n'importe quoi, ils n'en seraient pas là. Voilà. Et la preuve que c'est... Oui, mais sauf que ce sont des gens qui sont quand même censés être au courant du football, qui sont là depuis des années. Avec un tel public, avec une telle base, avec un tel outil de travail qui est le centre d'entraînement, avec tout ce qu'il y a là. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous dites je vais reprendre le cas de l'Union Saint-Gilloise parce que c'est le cas le plus marquant. Vous allez à l'Union aujourd'hui. On va se faire des ennemis, hein, encore non, mais c'est pas très grave en soi parce que les gens, je pense, les supporters ne sont pas dupes non plus. Mais non, je pense que je parfois pense un peu de mauvaise foi, mais ils savent. Oui, mais ils savent et au travers des propos. D'ailleurs, ce que je vais dire n'a rien, c'est rien de très spécial. Simplement de dire, vous allez, je pense, à l'Union aujourd'hui, ils savent déjà ce qui va se passer. Ils savent à peu près qui ils vont vendre, ils savent à peu près qui ils vont aller chercher, ils savent à peu près quels sont les profils qui ont déjà été cernés. Je pense que si vous allez aujourd'hui au Standard, ils savent ni qui va rester, ni qui va venir, ni comment, ni avec quel argent. Ça répond à pas mal de questions. Je ne pense pas qu'il y ait un supporter qui puisse m'en vouloir d'avoir dit ça. Je pense que c'est une réalité. Et très sincèrement, même quelqu'un qui, quelque part, serait tout à fait externe cette compétition, qui a besoin du Standard. La compétition belge a besoin du Standard. C'est un point d'attrait extrêmement important. Enfin, après une saison comme celle-là, vous imaginez que le premier carton en télévision, c'est Standard Anderlecht. Ça reste. C'est pour ça que le club est attractif. C'est un club attractif. Mais le problème... Et jusqu'à quand? Pour l'instant, les gens tiennent bon. Hein. Ça fait quand même un moment que voilà. Mais la question, elle est plus profonde que ça. Et la question, elle est au sein même des projets, des structures, de ce qu'on a construit. Par exemple, on met toute la politique sur... On va dire, l'académie sera désormais la chose la plus importante. Très bien. Comment ça s'est passé cette saison? Qu'est-ce qui va se passer en fin de saison? C'est-à-dire que le projet, c'est que l'équipe va descendre, va jouer en National 1. Comment on fait pour garder les joueurs? Exactement. Et là, on se rend compte aussi, en interne, on se dit, tiens, c'était peut-être encore une fausse bonne idée d'être en D1B, parce que regardez d'autres clubs comme Gand, comme l'Antwerp, s'en sortent très très bien aussi avec leur équipe qui n'est pas en Challenger Pro League. Et on se dit, on va potentiellement faire des économies aussi avec cette équipe qui ne sera plus en Challenger Pro League. Donc voilà, c'est un discours qui change
au gré des événements. Mais comme c'était pour le une staff. bonne idée, Mais c'était je me juste souviens, pas, on en avait parlé, hein. c'était juste pas un bon projet. Quand vous regardez l'équipe qui était alignée au départ, vous allez voir l'équipe qui est alignée aujourd'hui. Il y a des joueurs qui sont arrivés, on ne sait pas pourquoi. Quelle est la plus-value de ces joueurs-là? Et moi, en fait, ce qui me dérange là-dedans, c'est que vous avez en plus de ça, Régis, quelqu'un que je connais bien et que j'apprécie énormément, et qui même lui parfois est un peu perdu dans le projet parce que, en fait, je vais un peu caricaturer, mais la caricature parfois du bon, c'est de dire, on a le sentiment que dans ce projet SL16 depuis le début de la saison, 2 bonnes passes suffisaient pour aller éventuellement dans le groupe pro. Parce que c'était tellement la panique dans le groupe pro qu'on aurait été chercher à peu près le premier qui allait donner un peu satisfaction au SL16. Et donc du coup, mais ces joueurs au SL16, ils ont commencé à jouer pourquoi? Pour ça, pour aller plus haut. Et donc pour eux. Oui. Et donc il n'y a même plus moyen de construire. Mais ça, est-ce que c'est chose. pas, pour un peu défendre le cas standard, est-ce que c'est pas global, une mentalité globale des jeunes footballeurs d'aujourd'hui, que c'est pas propre à ces joueurs du standard? Est-ce que c'est pas évidemment que c'est pas propre aux joueurs du standard. Évidemment. C'est sociétal aujourd'hui. Donc voilà, on veut tout de suite. Maintenant, il faut savoir canaliser cette non-attente du joueur qui veut tout de suite. Leur dire, ben voilà, un garçon, on en parlait en antenne comme ça à Beau, devait faire ses dents, ses armes en SL16. Et effectivement, quand vous regardez les matchs du SL16, les suiveurs du SL16 se disent mais c'est pas le même joueur au final. C'est la même chose pour un Lucas Noubi. C'était pas du tout le même visage en SL16 qu'en pro. Et puis j'imagine qu'il se passe quoi quand on les fait revenir dans le noyau B? Il n'y a pas non plus cette motivation, Jean-François. Quand ils ont goûté, on n'est pas débiles, quand ils ont goûté au plus haut niveau, entre guillemets, à l'équipe première, revenir après, la plupart de ces jeunes sont un peu démotivés. Ce serait trop long de débattre que de ça maintenant, mais je vais juste faire une toute petite réflexion. Si vous regardez comment ça fonctionne aux Pays-Bas, par exemple, où ça fonctionne assez bien, Portugal et d'autres pays où on a à peu près le même modèle, c'est pas comme ça que ça se passe. Le projet aujourd'hui aurait dû être un projet du SL16. Il faut pas avoir ces permanents allers-retours entre l'un et l'autre, parce que oui, en effet, c'est compliqué. Enfin, pour avoir travaillé longuement avec les espoirs belges, par exemple, on disait toujours quand un joueur va vers l'équipe A, ça devient extrêmement difficile de le faire revenir. Alors on nous dit non, vous inquiétez pas, maintenant tout le monde s'entend bien, ça va aller. Bon, on a quand même vu que ça fonctionnait pas non plus. C'est très compliqué de demander à un joueur d'aller plus haut et puis de revenir plus bas. C'est d'ailleurs ça, je pense que vous l'aviez écrit la saison passée, un des problèmes en tout cas du standard, de faire ces allées et venues de ces jeunes que Ronny Deila réclamait aussi dans son noyau, alors qu'on était dans un moment où le SSS prestait plutôt bien, quoi. Et ça commençait à partir en cacahuète quand il y avait justement ces joueurs qui partaient plus pour aller dans l'équipe de Ronny Deila. C'était déjà un problème à l'époque. Oui, parce qu'on nous parlait aussi d'une connexion entre les deux staffs. Moi, j'y croyais pas du tout la saison dernière, et je crois que ça embête foncièrement le coach de l'équipe A, qui est obligé de dire c'est une bonne idée en D1B, et on peut en débattre pendant des heures. Effectivement, ça peut être une bonne idée, mais eux, qu'est-ce qu'ils voient? C'est la finalité de leur équipe, leurs résultats eux. Pourquoi? Parce qu'ils jouent leur tête aussi, on l'a bien vu, et ils ne pensent qu'à ça, et on peut malheureusement au final pas trop les blâmer de penser comme ça, parce qu'au final, quand on vient au standard aujourd'hui, on n'est que de passage, que ce soit pour l'équipe première ou l'équipe réserve / seconde équipe pro. Bon, si vous venez d'arriver, on n'est pas une émission anti-standard, rassurez-vous, c'est Standard le Talk, mais on est là pour tout simplement dire ce qu'on pense, la réalité des choses, et je crois même que si on en discute avec des gens du staff ou même au sein du club, il y en a beaucoup qui ne seraient pas qui seraient d'accord avec nous. Maintenant, voilà, ça dépend pas. Nous, on n'est pas coach, on n'est pas joueur. Je vois pas trop comment ils ne pourraient pas ne pas être d'accord, parce que les chiffres sont les chiffres. Donc à un moment donné, c'est pas nous qui avons pris 34 points sur la saison, et c'est pas nous qui avons lutté jusqu'au bout pour ne pas être en play-down. Et c'est pas nous qui ont, parce que je n'ai pas envie de mettre à mal le joueur, mais je sais qu'un des joueurs m'a dit clairement, on m'a proposé le standard il y a 6 mois et j'ai dit non. Vous voyez de qui je parle, mais moi je ne mentionnerai pas le nom parce que je sais que c'est quelque chose qui est très touchy, mais on a le droit de le dire que ça revient à la question, Jean-François, tu disais de club attractif, mais purée, pour certains joueurs, le standard d'aujourd'hui, c'est... Moi, je pense aujourd'hui que le supporter du standard qui nous écoute aujourd'hui ne nous trouverait pas crédible de dire aujourd'hui que tout est merveilleux, que tout va bien, que c'est formidable. Donc à un moment donné, je pense qu'il y a 99% des supporters qui trouvent évidemment, alors on n'aura pas tous les mêmes remèdes, les mêmes solutions, etc. Et on n'est pas coach forcément. Donc voilà, donc bien... ok, bon, mais
Mais malgré tout, aujourd'hui, tout le monde se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et pour avoir... Moi, j'essaie toujours quand je parle de ça avec des gens, j'ai des amis forcément qui sont supporters du Standard, et voilà, et quand j'essaie de parler de ça avec eux, c'est simplement de leur dire, essaie de te projeter dans ta propre vie, dans ton propre métier, et essaie de te dire, est-ce que si j'ai des choses aussi floues au-dessus de ma tête, est-ce que je peux bien fonctionner ou pas? Ben oui, non. Et ben non. Non. Voilà. Et donc, à un moment donné, je pense que c'est ça que le Standard doit résoudre le plus rapidement possible. C'est de donner le sentiment d'avoir un cap, une ligne de conduite. Si on dit le cap, c'est éventuellement d'aller chercher des joueurs à jeunes talents et les développer, bien là, il faut les développer. Parce que le problème du Standard aujourd'hui, c'est qu'ils vont vendre un joueur à 2 millions, 2 millions et demi pour qu'un autre club le développe. C'est là que le Standard en est aujourd'hui. Michel-Ange Balikwisha en est le plus bel exemple. Même s'ils l'ont vendu beaucoup plus que ça, ok, mais c'en est l'exemple. Le club n'arrive plus à garder ses jeunes talents et à les faire progresser. Il est obligé de les brader, et ça va encore être le cas cet été. Et je terminerai aussi par rapport à ça. Cet été va être l'été le plus important de l'ère 777 et des dirigeants actuels. Ils se sont tous trompés à tous les étages. Et là, on va tous les attendre, effectivement, joueurs, supporters, médias, parce que là, effectivement, ils ne peuvent plus continuer dans ce cap-là. Et comme Jean-François le dit, il faut un cap clair. Et il faudra s'y tenir et avoir un discours cohérent qui va avec aussi. Justement, à propos de discours cohérent, cap clair, récemment, voilà, un de tes premiers articles, on le voit là maintenant, Kevin, pour Sudinfo, c'était effectivement ton entretien que tu as eu avec Olivier Renard. Et c'est vrai que, voilà, ce qu'il a dit, c'était ton titre. Quand j'entends qu'ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens limités, ça me fait bondir. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer un peu les offres de cet article et surtout, voilà, confirmer en fait que par moment, on a l'impression que dans leur communication, il y a, pas envie de dire du foutage de gueule, mais un petit peu quand même. Déjà, la première chose, c'est que tous ceux qui sont attachés au Standard, et je crois qu'Olivier Renard l'est quand même, sont tous attristés de voir à quel point le club a périclité ces dernières années. Il me l'a dit, je m'attendais à ce que ça arrive, mais pas aussi vite. En 2018, on était à ça du club de Bruges. On aurait pu être champion, on avait résorbé l'écart et aujourd'hui, on a tout détruit. Lui, il parle en tant que directeur sportif qui a fait ses preuves dans ce domaine-là je fais avec les moyens qu'on me donne, mais j'essaye d'anticiper. Et comme on en parlait avec Jean-François tout à l'heure, l'anticipation, c'est le maître mot. Vous avez un joueur qui va partir, vous devez savoir, comme à l'Union, comme dans d'autres clubs où ça se passe bien, qui va venir derrière. Et qu'avec ce joueur-là, on va pouvoir le faire progresser pendant peut-être 6 mois, 1 an, comme Razvan Marine à l'époque. Souvenez-vous, quand il est arrivé, quand il a débuté, c'était en play-off 2, on se disait, bon, c'est quand même pas exceptionnel. Après, c'était un patron, il a rapporté quasiment 15 millions d'euros au Standard. C'est un temps qui paraît tellement révolu, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, lui se dit, effectivement, il y a des problèmes de liquidité, effectivement, il y a des problèmes avec la direction américaine, mais il y a quand même moyen de faire mieux avec les moyens qui sont limités. Et effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des responsabilités au niveau de la direction américaine, mais aussi des responsabilités au niveau de la direction liégeoise. Et je crois que le duo Pierre Locht et Fergal Harkin en est parfaitement conscient. Ils le disent eux-mêmes, c'est à nous qu'on doit en vouloir en premier. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça ne va plus passer cet été, parce qu'on a parlé des supporters, ils ont été très conciliants, ils ont été très patients. On y reviendra tout à l'heure sur ces supporters, parce qu'effectivement, on les verra avec cette interview qu'on a été réalisée lors de Standard Open pour la séquence parole du supporter. Mais d'abord, pour terminer là-dessus, sur Olivier Renard, sa déclaration, Jean-François, pas de surprise, au final. Non, même si pour certains on pourrait dire oui, c'est la déclaration d'un gars qui n'y est plus, il y a eu des soucis, donc il se venge un peu, mais au final c'est très difficile de penser comme ça, parce que ce qu'il amène, c'est le constat qu'on fait depuis maintenant presque 40 minutes. Oui. Juste envie de rajouter à ça, c'est que je vais prendre un petit exemple. Je vais prendre l'exemple de Mundle, par exemple, qui arrive au Standard. Qu'est-ce qu'on lui a promis au moment où il arrive ? Ce garçon, à un moment donné, je le sais, je pense que Kevin pourra le confirmer, on lui a demandé pour les jouer en SL16, il ne voulait pas. Donc, j'ai quand même du mal à comprendre. Alors qu'il aurait fait beaucoup de bien à cette équipe, que quand il était joué 2-3 matchs, là, on a presque forcé à aller jouer un petit peu, mais finalement il s'est enfui pour aller trouver, Oyo, c'était le même problème. Si ça n'allait pas, il fallait le mettre en développement dans le SL16. Je parle en développement, c'est-à-dire où est-ce qu'il en est aujourd'hui et où est-ce qu'on veut l'emmener. Parce que ce sont des joueurs qui ont
des qualités, ça j'en suis absolument sûr, et de dire ce que Kevin disait tout à l'heure, de pouvoir capitaliser sur ces joueurs-là plus tard. Les laisser jouer 1 an, 2 ans, ou les laisser en contact avec le groupe, mais que les idées soient plus claires. Et c'est ça le développement. Olivier avait été chercher, d'ailleurs, je sais plus, j'ai plus les noms en tête, mais je cherche des profils comme ça, de gars qui étaient des garçons qui sont restés en développement et puis qui ont à un moment donné émergé, etc. Donc je comprends. Et moi, alors, ce que je dis, évidemment, alors on n'est pas dirigeants, c'est facile quand on est là et nous, on parle autour d'une table et on n'est pas on se pose des questions directement. Et on débat. Ça ne veut pas dire qu'on a les réponses. Voilà, on n'a pas toutes les données non plus des problèmes d'argent et de tout ça. Et voilà. J'ai toujours dit l'argent est évidemment capital et un élément essentiel dans le football. Mais pas que. Ça peut pas être l'excuse à tout va. C'est qu'à un moment donné, il n'y a pas que ça. Il y a autre chose à côté. Vous savez, des joueurs de football, il y en a plus. Il y a plus de demandes que d'offres dans les clubs. Des joueurs, il y en a, mais partout. Des types qui rêvent de faire une carrière, il y en a partout. Le problème, c'est qu'on a aussi vu, et je vais mettre 5 à 10% des joueurs à part, qui sont des joueurs qui sont d'une autre planète peut-être, mais tous les autres, on a déjà vu, on a tellement d'exemples en tant que journaliste, en tant qu'observateur, de joueurs qui peuvent être tellement mauvais et dans un autre contexte tellement bons. Et à l'inverse, des mecs tellement talentueux qui au final... Et donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Il faut mettre le climat qui va vous permettre de vous développer. Je reviens sur Mundle, parce que tu fais bien de le mentionner, parce qu'à nouveau, petit moment promotionnel, Mundle a été interviewé dans Standard Le Talk. Vous avez l'occasion de voir cette interview en long et en large sur la chaîne YouTube de Vous Sport. Il le dit clairement. Il le dit pourquoi il est venu au Standard. Il le dit parce que la question a été posée. La Première Ligue, enfin en tout cas les équipes de jeunes en Première Ligue, pourquoi être venu ici en Belgique? Il a dit parce que je voulais goûter au milieu professionnel et au haut niveau. Donc ça veut dire que dans sa réponse, on entend qu'on lui a promis de jouer au plus haut niveau dans une équipe première et pas de se taper, excusez-moi les termes, les équipes de jeunes. Sinon, il serait resté, j'imagine, en Première Ligue. En tout cas, c'est comme ça qu'il nous a fait transparaître. Donc effectivement, ça rejoint ce que tu disais, c'est qu'est-ce qu'on lui a dit? Qui lui a dit? À quel moment? Voilà, c'est toujours des questions de timing. Vous savez, il y a une chose, en football, je pense qu'il n'y a personne qui a raison ou qui a tort. C'est ça il faut essayer de bien comprendre. Il n'y a pas des gens qui ont raison, les autres qui ont tort. Il y a juste des gens qui sont cohérents avec ce qu'ils disent et d'autres qui le sont moins. Et quand vous n'êtes pas cohérent, un vestiaire le sent rapidement. Oui. Ils ne sont pas stupides. Ça, c'est le premier élément. Et donc, à un moment donné, oui, c'est comme vous, moi, comme tout le monde dans notre vie, quand on est sur quelque chose qui n'est pas très cohérent. Dans une boîte, on se pose des questions quand ça. Il nous dit ça, mais en même temps, il y a ça, c'est bizarre quand même, voilà. Et même quand vous avez en vous cette détermination, cette envie, mais que les éléments font que, malheureusement, ça ne tourne pas, parce que c'est le football quelque chose de particulier, c'est un sport à la fois collectif, mais terriblement individuel aussi, parce que, voilà. Mais quand cette espèce d'harmonie générale ne prend pas, parce qu'on a vu au Standard 2 soirées exceptionnelles quand ils battent Bruges et quand ils battent Anderlecht, tout se met bien. Grâce à qui? Grâce aux supporters. Grâce aux supporters. Et oui, mais c'est ça. Effectivement, quand ça va pas bien, on fait une mauvaise passe, mais on se dit la suivante sera mauvaise aussi. On frappe à côté, on se dit pas qu'à la prochaine je vais la mettre au fond. C'est une osmose négative. Et voilà, ça entraîne, ça gangrène un petit peu tous les champs du club. Justement, magnifique transition. Enfin, d'abord, Olivier Renard, non, il t'a rien dit, il veut pas revenir, il a pas envie. Il est très bien là où il est. Bon, j'imagine que tu auras essayé de savoir s'il voulait revenir ou pas, mais bon, voilà. J'imagine que quand on est dans un autre pays comme lui, c'est aussi, voilà, le côté... c'est ce qui fait partie aussi du plaisir de vie, c'est pas simple. Forcément la carrière aussi. J'ai plutôt l'impression qu'il se régale aussi. Oui, donc voilà, en tout cas, ça fait plaisir de le revoir. Donc merci encore à toi, Kevin, pour cette belle interview que vous pouvez retrouver sur le site de Sudinfo, cette interview d'Olivier Renard. On passe tout de suite maintenant à Parole de supporter. Parole de supporter, vous en avez pris l'habitude, on va interviewer justement avant des matchs des supporters pour leur poser des questions sur le club, sur les résultats du Standard de Liège, et voici vos réponses. La première partie de saison, c'était un peu compliqué. Je trouve qu'on a quand même des bons joueurs et des choses comme ça, mais je sais pas vraiment dire, c'est un peu compliqué pour le moment.
Je sais pas si c'est avec l'entraîneur ou si c'est à cause des joueurs, mais c'est un peu compliqué, je veux dire. Frustrante. Pourquoi Parce que les résultats n'ont pas suivi. On a l'impression que d'année en année, c'est rebelote. Au début, l'objectif, c'est l'Europe et finalement, on n'y arrive jamais. Donc, je dirais frustrant. Exécrable, je dirais. Pourquoi? Pour un club comme le Standard, être à la position dans laquelle on est, c'est triste. Honnêtement, c'est vraiment triste. Parce qu'il y a tous les à côté, financièrement, etc. C'est surtout ça qui ne va pas, je pense. Financièrement, les gens sont surtout inquiétés financièrement, je pense. Parce qu'on ne sait pas si on va avoir la licence et plein de choses comme ça. Donc, exécrable, c'est le mot qui correspond, je pense. Ouais. Pas fabuleuse. Du tout, du tout. À part certains matchs, les gros matchs, comme on sait toujours, Anderlecht, Bruges, Go, Genk. Et puis les autres matchs, tu as une équipe en fait où tu réussis des super matchs contre des grosses équipes comme ça, et les autres matchs, tu ne fais rien du tout, quoi, en fait. Donc pour moi, c'est néant, quoi. La première partie de saison, elle était pas régulière, je dirais. C'était ouais, des défaites contre des petits clubs, des victoires contre des gros clubs, donc ouais, pas régulière. Je dirais avec des hauts, des bas beaucoup, parce qu'on a battu beaucoup de gros à la maison et on a perdu des bêtes points à l'extérieur contre de plus petites équipes et même à la maison, notamment contre Malines, quand on prend le but à la toute fin sur une erreur. Bon, ça arrive, mais bon, voilà. Sinon, je dirais moyenne et beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Parole de supporters, hein, c'est des propos réalisés par Lucas Caffarelli. Bon, petite question par rapport aux supporters, hein, messieurs. Il y a quand même un truc... On est obligé d'en parler, mais j'ai l'impression que les supporters, tu le disais Kevin, ils vont pas attendre longtemps. Moi j'ai l'impression que c'est déjà cassé en fait, que là on est encore à la limite d'une révolution. Et je vais prendre juste un détail, ce qui se passe pour l'instant sur les réseaux sociaux avec, on dit pas que c'est pas bien, mais ces contenus qui deviennent maintenant payants pour voir un peu le côté inside, etc. Moi je regarde juste les commentaires, les supporters sont en feu, ils trouvent ça honteux, c'est scandaleux, etc. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a rien, il n'y a plus de climat positif, on parle même plus uniquement que des résultats. Kevin, il y a tout, on a l'impression qu'ils commencent à détester tout ce que fait le Standard, quoi. Oui, c'est chaud, hein. Il y a eu le prix des abonnements pour les Playoffs 2, il y a finalement eu un consensus qui a été trouvé avec le club, mais non, là ils arrivent au point de rupture. J'ai l'impression qu'ils ne veulent plus rien entendre en fait, quoi qu'on leur propose, alors que moi je l'ai vu, ces contenus sont super intéressants, c'est normal voilà, de travailler d'une telle manière comme ça. Maintenant, est-ce que c'était le bon moment, c'est le bon moment de mentionner comme ça quand le club ne va pas bien, enfin... C'est un problème de timing, mais sur le fond, je peux comprendre qu'une entreprise, parce que ça reste quand même une entreprise, Standard de Liège, décide que sa communication va devenir payante. Vous pouvez regarder dans n'importe quel club européen, c'est le cas. Effectivement, le timing pose question parce que ça va mal. Si le Standard l'avait fait la saison dernière, je ne pense pas qu'il y aurait eu une levée de bouclier comme il y a maintenant. Bien sûr. Mais ça, c'est normal. C'est un détail, mais c'était pour traduire en fait que qu'importe la nouveauté que peut-être que le Standard a proposé, Jean-François, j'ai l'impression moi que les supporters ont déjà lâché prise et sont prêts déjà avec leur fourche. Je vais vous dire honnêtement, j'ai autant ce sentiment-là que le sentiment que si demain le supporter serait identifié à quelque chose de positif, il serait très, très vite de retour aussi. Le supporter est comme ça, c'est quelqu'un qui réagit de manière émotionnelle. Il faut comprendre qu'un supporter, c'est quelqu'un qui, dans son cœur, vit au rythme de ce qui se passe dans le club. Et ceux qui sont les plus attachés vivent vraiment à ce rythme-là. C'est leur vie, c'est leur samedi après-midi, c'est leur dimanche, c'est le lendemain de la veille, comme on dit, c'est la déception du lundi, de se faire charrier au bureau, ça se fait... Enfin, tout les emmène dans cette comment je vais dire ça, dans ce négativisme, mais parce qu'ils sont supporters et parce que ce sont les supporters du Standard et peut-être c'est encore plus émotionnel au Standard qu'ailleurs, moi je pense qu'il peut très vite revenir à la raison. Je pense pas qu'il faille se concentrer là-dessus en disant « Ah, comment est-ce qu'on va leur faire plaisir maintenant dans le court terme ?» Non. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour être cohérent au sein même de nos structures? Moi j'ai déjà dit par le passé et je trouve par exemple que parce qu'alors on va me dire, oh, mais il faut changer les hommes. Non, c'est pas changer les hommes qu'il faut faire non plus. Le problème, c'est que je pense que Pierre a ses qualités, Pierre Locht, il a ses qualités dans son domaine d'application. Il y a certains domaines dans lesquels il ne devrait pas s'exprimer plus que ça. À côté de ça, Fergal Harkin a aussi des qualités que je lui reconnais certainement, mais il y a d'autres choses autour, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le projet 777 qui n'est pas clair. C'est qu'est-ce qu'eux veulent vraiment? On a l'impression qu'ils rajoutent un peu de sous chaque fois qu'il y a un petit problème. Ah, on n'a pas obtenu ça, il faut combien? Il faut, pour avoir, il faut 10 francs. Allez, tiens, hop, comme ça, enfin 10 euros, pardon. Et
Et donc tout est fait comme ça un peu au compte-gouttes. Et là, je pense que le supporter, il en a marre, il ne se reconnaît plus là-dedans. Et je pense que même si on avait dit au supporter, et pour aller même au-delà de ça, et je pense que c'est pour ça qu'il a été patient, le supporter aussi, parce que quand on lui a dit, on va refaire un projet sur lequel on va construire avec le SL16, avec l'académie, etc., je pense que même le supporter du Standard se serait reconnu dans ce projet-là s'il avait été vraiment ce projet-là. Il aurait accepté de dire on va vivre entre guillemets une saison de transition, mais on va construire pour le futur, pour justement ces jeunes joueurs-là capitaliser dessus. Mais qu'est-ce qu'il remarque, c'est que dès qu'il y en a un qui, allez hop, vendu pour 1 million, 1,5 million, allez hop, au plus vite, parce qu'il fallait sauver les meubles. Les jeunes du cru qui sont partis, on en a eu plein. Il citait tout à l'heure Balikwisha, c'est le plus bel exemple, voilà. J'aurais toujours envie de mentionner Hugo, même si je sais que c'est pas le même contexte, mais quand même Hugo qui était un joueur qui... Voilà. C'est juste parce que j'y ai pas pensé, mais évidemment qu'Hugo c'est la même chose. Qu'ils ont été transférés sous l'ancienne direction aussi. Oui, c'est pour ça que le contexte est différent, mais ce que je veux dire, ce genre de jeunes joueurs, tu vois, Kevin, qui était prêt à rester même des années pour se former, il le disait très bien, et d'un coup, on l'a demandé gentiment de partir, de se retrouver en Allemagne, dans un endroit où en fait on a l'impression qu'il a perdu des mois et des mois. Et des gens qui seraient restés au Standard et qui auraient eu envie de faire leur carrière au Standard, il y en a d'autres, j'en connais au moins 2 et son frère. Du coup, oui, c'est clair. Mais du coup, on verra ce qui se passera avec les supporters en espérant que ça se termine bien avec ces playoffs 2. Et on va en parler tout de suite dans le camp adverse. Alors du coup, le camp adverse, vous avez l'habitude à chaque fois d'analyser entre guillemets une équipe, de voir comment ça va se passer. Ici, on va la faire de manière plus globale. Messieurs, vous les voyez comment en fait, ces playoffs 2 ? Je rigole déjà parce qu'on en a un peu parlé avec Kevin avant de commencer l'émission. Et c'est vrai que on peut très vite résumer ces playoffs 2, Kevin, quelque part. Standard, playoffs 2 sont 2 mots qui n'iront jamais dans la même phrase positive. Regardez, historiquement, et je fais un petit peu de promo aussi, je vous invite à lire les papiers dans Sud Info cette semaine. Citez-moi une saison où le Standard a performé en playoffs 2, il n'y en a pas. Et pourtant, 2009-2010, Defour, Witzel, Mbokani, Jovanovic, De Camargo, Bolat sont tous des joueurs qui ont joué ces playoffs 2. Bon, ok, je vous le concède, ils jouaient un quart de finale d'Europa League à ce moment-là. Je vous parle d'un temps que les moins de... Mais historiquement, le Standard n'est pas un club de playoffs 2 et n'y arrivera pas, même s'il y a potentiellement une carotte à la clé. Comme la saison dernière, il y avait la Coupe d'Europe. En plus, potentiellement cette saison aussi, il n'y aura pas un barrage à jouer parce que ce sera celui qui remportera les playoffs 2 qui pourra être européen vu que 2 équipes de playoffs 1 se rencontrent en finale de coupe. Mais historiquement parlant, le Standard n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas cette motivation, parce que le stade il n'est pas plein, parce qu'on pense déjà où on sera demain et encore plus cette saison avec des joueurs de passage, comme je le disais tout à l'heure, 2 tiers du groupe qui est en prêt, enfin j'extrapole. Mais voilà, après j'espère me tromper pour les supporters du Standard et pour ces joueurs-là, parce qu'il y a quand même des joueurs qui doivent penser à leur avenir aussi, et ça passera quand même par des belles prestations. Mais force est de constater qu'une défaite à Gand pour le premier match, c'est déjà fini. Ouais. Bon, juste le côté, la petite boutade, c'est au moins tu peux te dire que tu ne te feras pas de grands déplacements, Kevin. Enfin, bon, non, si Gand c'est quand même assez loin, mais... Gand c'est le premier match, c'est ça À Gand. Ouais, à Gand. Donc s'il perd celui-là... Donc, je donne le classement. La Gantoise, 24 points. Malines, 23. Saint-Tron, 20. Standard, 17. Westerlo, 15. Et Louvain, 15. Donc, s'ils perdent à Gand le premier match, voilà. C'est terminé. Vous vous traînez comme un boulet pour les 9 matchs prochains. Vous dire, on va lancer des jeunes. Alors, du coup, je te pose la question. Ouais. Et après, je te laisse argumenter. C'est du coup, allez, tu as été coach. Quel serait le message à donner maintenant à cette équipe? Effectivement, on n'est pas dans la tête à nouveau de la direction et de l'effectif, du staff du Standard, mais comment on doit jouer? J'avais peur de poser cette question parce que je me dis c'est peut-être un peu trop con comme question, mais au final, est-ce qu'ils doivent la jouer à fond pour espérer quelque chose ou peut-être préparer en fait la saison prochaine? Mais comment on doit se comporter dans ce moment-là? Je vais d'abord être très humble par rapport à ça. Je ne suis pas l'entraîneur du Standard et c'est toujours difficile de se mettre à la place d'eux. Bien sûr. D'accord? Donc ça, il faut déjà rappeler ça. Je pense, par ailleurs, que l'erreur à ne pas commettre, et ça c'est mon point de vue du coup personnel avec l'expérience qui est la mienne, ce serait de dire justement, tiens, on va mettre ces joueurs en Play-off 2, et puis se dire, bah, tiens, ils sont bien débrouillés en Play-off 2, on va commencer avec eux pour l'année prochaine. Voilà. Ça, je pense que c'est l'erreur à ne pas commettre, parce que, en fait, c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, et ça ne marche à peu près jamais.
c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que le club doit réfléchir de son côté aujourd'hui sur qu'est-ce qu'il veut définir comme projet pour demain, définir les priorités de transfert avec l'entraîneur, définir les secteurs dans lesquels on peut raisonnablement espérer l'éclosion d'un jeune, dans combien de temps, à quelle position, etc., etc., etc. Et puis, par ailleurs, se dire, ça c'est mon point de vue personnel, de jouer ces playoffs 2 avec les gens qui ne sont là et surtout pas, comme j'ai entendu dire, ah mais on va jouer avec ceux-là, oui, mais celui-là non parce qu'il est fin de contrat. Donc vous allez jouer avec un joueur fin de contrat, par contre un joueur qui ne restera pas au club, vous allez quand même jouer avec lui. Je comprends pas non plus ce qu'est la logique là-dedans. Moi je pense toujours à un joueur comme Bopé par exemple, que... Bocadi, qui est un joueur que j'aime bien et j'estime qu'à un moment donné, le Standard aurait été plus fort avec Bocadi dans son trio défensif que ce qu'ils l'ont fait dans les derniers matchs. Mais c'est un point de vue très personnel. Mais alors on m'a dit, ah mais non, mais lui, il est fin de contrat, donc mais pourquoi lui en fait? Pourquoi lui fin de contrat non, alors que l'autre ne restera pas non plus, mais lui il peut jouer? Et surtout que, je sais que tu détestes ce mot-là, je ne veux pas dire qu'il a l'ADN Standard, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est quand même quelqu'un qui est prêt à tout pour... peut-être Kevin, tu peux me dire c'est le contraire, mais il a envie de continuer son aventure au Standard. Et je crois que c'est quelqu'un qui adore, pour le coup, sa vie ici et le club, quoi. C'est le plus ancien du vestiaire. Point. Avec Arnaud Bodard. Il est arrivé en 2016. Donc oui, lui, il a envie de jouer. Il y a un problème de communication entre les deux parties. D'un côté, on dit non, c'est le joueur qui dit qu'il est blessé. De l'autre côté, on dit non, c'est le club qui dit que je suis blessé. Et ça se termine comme ça, d'une tristesse absolue pour un joueur qui a tout donné à chaque fois qu'il était là. 2 ruptures des ligaments croisés, une rupture du tendon d'Achille, à chaque fois revenu, avec les difficultés qu'il a connues. Et un début de saison où il a fait plus qu'être peut-être un des seuls qui surnageait dans une période extrêmement compliquée. Moi, honnêtement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je trouve que quand on fait un groupe, quand on prend une décision, on travaille jusqu'au bout avec ce groupe et avec on commence pas à dire oh mais non mais lui attends parce que tu comprends lui il a des cheveux blonds, je mets pas les blonds, je vais plutôt mettre les bruns, ça devient n'importe quoi. Oui, puisque de toute façon, on sait très bien qu'il y a des joueurs en prêt qui ne resteront pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On fait pas jouer les joueurs en prêt non plus, les 10 matchs. Et on met alors avec quelle équipe on joue? Mais non, mais il faut jouer avec l'équipe, les joueurs qui sont là. Non, mais bien sûr, il faut rendre de la compétitivité aujourd'hui à cette équipe et puis travailler sur le futur en disant tiens, si on estime que Yeboah et Kanga sont des options intéressantes, mais il faut essayer le plus vite possible de les avoir à 2 et de dire ok, ça donnerait un signal par exemple qui serait intéressant, c'est de savoir très rapidement que que Yeboah et Kanga seront là l'année prochaine. Ça, ce serait par exemple quelque chose qui serait extrêmement positif. C'est assez drôle, sans vouloir rentrer dans les clichés, de dire voilà, il faut recréer une équipe compétitive. En plus, dans un club qui est entre guillemets racheté par des gens dont la vision, en tout cas quand on regarde la vision américaine, c'est souvent la compétitivité, le meilleur l'emporte, etc. C'est quand même très drôle qu'en fait c'est un exemple qui prouve le contraire ici dans ce club-là. Souvent dans leur compétition à eux. Et ça, Olivier Renard me le disait. Vous pouvez regarder les Américains quand ils rachètent des clubs, même des businessmen et tout ça, ils mettent les moyens. Mais à l'étranger, c'est plus du business que de l'investissement. Moi, je dirais que le modèle américain, c'est plus de la rentabilité. Hein. Voilà. Oui, mais voilà, je voulais pas rentrer dans les détails, mais quand même, quand tu regardes Jean-François le sport américain, tu l'as commenté pendant des années, etc., tu sens bien qu'il y a dans cette mentalité, c'est de montrer que je suis le meilleur, que je vais me battre pour ça, et que là, on a l'impression qu'on n'essaye pas de les mettre, tu vois, comme tu disais, un peu en concurrence. Oui, c'est pas la même chose, les ligues sont fermées, voilà. c'est pas la même, on ne pense pas de la même façon le sport d'un côté ou de l'autre. Pourquoi est-ce que les Américains viennent en masse chez nous? Vous savez, je vais vous donner une réponse très simple qu'on m'a donnée un jour, sont simplement, la plupart d'entre eux ne sont même pas capables d'acheter une franchise chez eux tellement c'est cher. Et donc ils achètent des choses qui sont à l'étranger, qui vont pouvoir rentabiliser. On sort un peu du débat, mais voilà, ça reste un débat extrêmement important quand même, puisqu'il y a toujours une histoire de sous derrière tout ça. Et puis aussi essayer de comprendre derrière, est-ce qu'il y a un intérêt à avoir cette sorte de, comment je vais dire ça, de galaxie, voilà, chercher le mot. Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir ça? Si oui, où est-ce qu'il est? Ou à quel moment est-ce qu'on s'en rend compte? Moi, je pense que pour parler des supporters, parler des joueurs, parler de tout le monde, quand quelque chose est cohérent et quand vous comprenez le sens de quelque chose, c'est clair. Je pense qu'à ce moment-là, vous adhérez pas. Ça, c'est votre droit le plus strict. Ils doivent s'exprimer le plus vite possible maintenant.
Et moi, je peux vous dire que c'est pas faute d'essayer de les avoir à l'interview aussi. Je les avais déjà eus plusieurs fois. Mais ça doit être clair maintenant. Yeah. Comme tu le dis, Jean-François, ça doit être du haut de la pyramide. C'est clair, c'est comme ça, et on ne va pas déroger à ce plan. Bon, après, pour assurer voilà, les spectateurs et les supporters du Standard, encore une fois, c'est pas propre au Standard. Quand on parle de dirigeants, on peut en citer un dirigeant américain qui ne s'exprime pas quand son club va mal, qui a une galaxie, on peut parler de Textor, etc. Par exemple, ça va aussi mal. Ça... C'est pas la panacée, hein, j'ai dit ça. Moi, oui, non, bien sûr, mais... Non, mais Kevin a raison dans ce sens-là, qu'en fait, on se trompe sur ces gens qui vont peut-être s'investir plus, en fait, que c'est que du business pour... Enfin, ça peut être que du business pour eux, quoi. Mais donc, voilà, je confirme, c'est que du business. Mais après, voilà, parfois, ils sont pris eux-mêmes à leur propre... voilà, bon, bref. C'est parfois même tellement opaque d'essayer de comprendre ce qu'ils font exactement que ça devient compliqué. Je pense que pour en revenir à l'aspect purement sportif, et la question était qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces 10 matchs-ci, l'erreur à ne pas commettre non plus, parce que le niveau des matchs, je suis désolé, on en dit ce qu'on veut, mais à un moment donné, ce ne sera pas le même niveau qu'un vrai match de compétition quand on est encore à chasser le top 6 ou bon, c'est de se dire à un moment donné, on prend un joueur, on le met, je pense par exemple au jeune Hakim Sahabo, qui est un joueur certes à potentiel et développement, c'est un joueur intéressant, je dis pas le contraire, mais s'imaginer que parce que maintenant il ferait 7-8 matchs, je dis oh, l'année prochaine, valeur sûre, on démarre avec lui. Ce serait vraiment extrêmement ambitieux, mais risqué, surtout. Est-ce que pour autant, il n'est pas compétitif l'année prochaine? Si, s'il est meilleur que les autres. C'est-à-dire qu'il faut construire un groupe, comme ça se fait partout ailleurs, où à un moment donné, c'est compétitif et le meilleur joue. Et je pense que pour ça, je pense que le point positif, je dirais, dans toute cette histoire, à mon sens, c'est l'entraîneur. Mais il ne va pas falloir le dégoûter parce que sinon, il va vous dire au revoir. On est le 25 mars. On verra fin avril, début mai ce qu'il en est, effectivement. Oui, on regardera à ce moment-là ce qu'il en est. On arrive à la fin de l'émission. J'aurais aimé l'évoquer, moi, peut-être alors très rapidement, sur ce cas-là, chronique d'un... Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, chronique d'un talent gâché, c'est cette affaire de William Balikwisha, qui lui aussi, selon ses proches, n'a plus envie de rester. C'est triste quand ça se termine comme ça. Après, encore une fois... Qui a raison, qui a tort? Est-ce que le joueur s'est donné comme il le fallait? Est-ce que c'est la faute du club? On n'en sait rien, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, cet amour-là, un peu brisé, c'est un peu triste parce qu'il était parti, je pense, bien parti, Soudela, et là, on a l'impression qu'il fait machine arrière, quoi. Moi, je l'avais déjà dit ici, William Balikwisha, c'est un excellent joueur, mais c'est plus un jeune joueur, il est dans le noyau pro du Standard depuis Michel Prudhomme. Mais c'est pour ça, Kevin, que je trouve ça d'autant plus triste qu'on a l'impression qu'il a fait 2 pas en arrière, là, maintenant, quoi. Ouais. On pensait que, tu vois, comme tu l'as dit, c'était plus un jeune joueur. Ça y est, Soudela, il se libère, il réussit un peu à passer derrière tous ces tracas. Et là... Encore une fois, un joueur en confiance va donner la plénitude de ses moyens. Et William Balikwisha, comme d'autres, ne l'était pas cette saison. Et on ne pouvait pas attendre de lui qu'il porte l'équipe techniquement à lui tout seul. Je repense à ça, hein, cette passe-là qu'il fait, qui donne un but et qui ne court... Enfin, il y avait tout dans le malaise dans cette action-là où... Oui, mais le contexte à ce moment-là est tellement particulier. Moi, on n'a pas suivi ça de près, donc moi je suis incapable de parler de quelque chose parce que quand on n'est pas dans le vestiaire, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Bien sûr. Et donc voilà. Mais la seule chose qu'on peut voir de l'extérieur, en tout cas, se poser comme question, c'est on a un joueur qui est, je trouve, extrêmement talentueux en termes de talent intrinsèque, etc. qui est un garçon très jouette. Et à qui il faut souvent rappeler, et ça je pense que c'était le travail de Della à l'époque, que ok, le football ça reste du plaisir, mais c'est de l'efficacité. Et il était dans cette direction-là. Et quand je parle d'objectifs, je parle d'objectifs de club, mais je parle d'objectifs personnels aussi. C'était un de ses objectifs personnels. Sous Della, c'était la rentabilité, l'efficacité, essayer de tourner ce jeu vers ça. Et puis qu'est-ce qui se passe? Changement d'entraîneur, et le gars il se retrouve presque Xème choix. Très vite. Et donc, à ce moment-là, je pense que, oui, enfin, il a sans doute un peu, alors est-ce que c'est vraiment lui qui est à 100% tort ou pas? Oui, dans l'absolu, parce qu'on va vous dire, vous savez, quand c'est comme ça, il faut quand même continuer, votre chance va arriver, il faut, oui, enfin bon, ça c'est le discours, ça, mais il faut être vachement costaud dans sa tête pour arriver à faire ça, d'autant qu'on se rend compte que ce qu'il y a sur le terrain, ça va pas non plus. Et finalement, on peut pas remettre non plus. Enfin, s'il avait joué, on pourrait, mais qu'il n'a pas joué, donc on peut pas mettre la difficulté de cette saison sur le cas de William Balikwisha. Il n'a pas joué. Et moi, je trouve que pour ce qu'il a fait sur la fin de saison ici, où il a retrouvé de la confiance, etc., il a plutôt été bon. Donc, on a vu la bonne version dans les quelques derniers matchs.
C'est dommage d'en arriver à des cas comme ça. Mais encore une fois, c'est un cas entre ce qu'on a dû lui dire, lui promettre et la vérité des faits. Et il en a marre, il a peur des promesses. Et il a peur de ce qu'on peut encore lui dire. Ça, c'est propre à l'humain, en fait, aussi, hein, quand on dit quand même des choses et que... Enfin, on dit des choses et qu'en fait, sur le papier... On ne fait jamais une promesse à un gars en disant « tu vas jouer, c'est sûr ». Jamais. Mais on lui fixe des objectifs. Et si le gars atteint ces objectifs-là et s'il a un certain statut dans l'équipe, on ne va pas non plus aller à l'inverse de ce qu'on... Bien sûr. Voilà. À moins de grands problèmes, mais bon. Voilà, oui, il n'y en a pas eu, je pense. Non, pas le concernant, mais voilà, il y en a déjà eu dans le passé de juste purement problème caractériel ou comportemental qui fait que... Le joueur est écarté. Mais donc on verra, on espère, quoi qu'il arrive, monsieur, que ces Playoff 2 soient quand même un peu sympa à regarder parce que ça va se jouer en haut. On espère que ça se joue aussi dans le milieu de classement et que, voilà, que le Standard puisse nous faire taire. Mais plus que des bons Playoff 2, je pense que les supporters aujourd'hui qui écouteront cette émission, les supporters qui iront au stade, auront très envie d'avoir un projet plus clair sur la suite. Vous l'avez compris, hein, 777, si vous nous regardez, si vous regardez Standard le Talk, écoutez un peu ce que racontent nos amis ici en plateau parce que c'est quand même intéressant et on n'arrête pas de le dire, on n'est pas là pour casser gratuitement, on est juste là parce qu'on se pose des questions sur un club qu'on ne veut pas voir disparaître tout simplement. Je vois pas à quel moment, je pense que Kevin, pour ce coup-ci, et moi, avons fait notre travail de journaliste, on a donné des faits. Bien sûr, mais tu sais bien Jean-François, n'importe où, quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, quand entre guillemets, on remue là... ça fait toujours un peu de mal et donc on est toujours sur la défensive. Donc c'est pour ça qu'on précise ici que c'est pas notre but de casser pour dire de casser, parce que pour beaucoup c'est peut-être interprété comme ça. Surtout dans la société dans laquelle on vit, hein, je pense, parfois on a tendance souvent à croire que voilà, on est les médias, comme ça que etc. je le ressens. C'est le plus important quand même. Mais on espère de toute façon que ça se résolve, parce que le Standard doit revenir au plus haut niveau. Ça fait partie de notre histoire, de notre football, hein, Kevin. Oui, tout à fait. La Pro League a besoin d'un Standard présent en Pro League. Parce que je peux vous dire qu'on a poussé un gros ouf de soulagement au niveau de la Pro League quand on a appris que le Standard était maintenu. Et voilà, le Standard doit retrouver d'abord un cap avant de retrouver son statut de grand club. Ça passera par là. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas d'être venus aujourd'hui pour parler, comme d'habitude, de manière ouverte et directe sur le Standard. Jean-François, à très vite. Oui, merci. Ne nous fais plus des moments comme ça où tu disparais 3 mois et tu reviens une fois. Hein. Tu reviens plus souvent quand même. Hein. Tu m'appelles, je viens. C'est avec un grand plaisir. Kevin aussi, tu reviens quand tu veux. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé par les analyses ou soit le compte-rendu de l'équipe du Standard. Vous pouvez retrouver sur sudinfo.be tous les articles de Kevin Sauvage maintenant. Hein, c'est Sudinfo, plus l'ADH, désolé, mais les transferts, c'est comme ça. Donc encore félicitations d'ailleurs hein, et beaucoup de réussite chez Sudinfo. C'est gentil, merci Malik. Et merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui pour cette émission spéciale en plateau. Et si vous voulez revoir toutes les vidéos et toutes les interviews qu'on a réalisées avec les joueurs du Standard, je le répète, on a la chaîne YouTube Vous Sport où vous voyez, il y aura une playlist Standard le Talk et là vous pourrez retrouver, il y a pas mal d'interviews assez intéressantes parce qu'au-delà de l'actualité purement sportive, etc., il y a quand même des témoignages assez intéressants sur l'histoire de ces joueurs. Donc allez voir, ça vaut vraiment le coup. Et je vous dis déjà rendez-vous la semaine prochaine parce qu'on retombe dans ce type de processus d'interview et cette fois-ci c'est un joueur emblématique et on entendra ce qu'il dira, on est hâte d'entendre ce qu'il va nous raconter. C'est Arnaud Bodard. À la semaine prochaine, ciao ciao.